Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Mali, où les rebelles du FLA ont montré des vidéos montrant des militaires maliens prisonniers mais vivants, une façon de dire que ne les tue pas. Alors, opération de communication, rétablissement des faits, éléments de réponse dès le début de ce journal. 3 jours de deuil national décrété en Algérie après ce violent accident de bus qui a fait au moins 27 morts et 39 blessés ce vendredi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Explication à suivre. Et notre focus de ce samedi soir s'intéresse à une tendance qui prend de l'ampleur sur le continent africain. Après des années de départ, une partie de la diaspora choisit désormais de revenir pour créer une entreprise, investir ou simplement renouer avec son pays d'origine. En Côte d'Ivoire, un événement baptisé le Grand Retour de la diaspora réunit cet automne plusieurs centaines d'Africains venus d'Europe, d'Amérique du Nord ou des Caraïbes, un symbole d'un mouvement qui dépasse largement ce seul rendez-vous. On en parle avec Esther Bois, elle est entrepreneuse franco-ivoirienne et commissaire générale de cet événement. On en vient à ce terrible accident de bus survenu à Boumerdès en Algérie qui a fait 27 morts et 39 blessés ce vendredi. Pour une raison encore inconnue, un autocar a quitté la chaussée avant de chuter dans un ravin. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. À la suite de cette tragédie, les autorités algériennes ont décrété 3 jours de deuil national. Clémence Valère. Dans ce ravin, près de Boumerdès, les restes d'un bus réduit en morceaux. C'est ici qu'un autocar transportant des dizaines de passagers a terminé sa course après avoir quitté la route. Des témoins et des riverains sont immédiatement intervenus pour porter secours aux victimes. Le bus roulait trop rapidement. J'ai dit à mon ami, pourquoi va-t-il si vite? Il ne va pas réussir à prendre le virage. D'après ce que j'ai vu, le chauffeur avait perdu le contrôle des freins. J'ai commencé à porter les personnes et pendant ce temps, j'ai trouvé des morts et d'autres vivants. Certains avaient les mains sectionnées. Pour l'heure, les circonstances exactes du drame restent inconnues et une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux de la région. Le ministre algérien de la Santé s'est rendu au centre hospitalier de Boumerdès dans la soirée. On déplore 27 morts, tandis que 39 personnes ont été blessées. Ce bilan est provisoire. Le président Abdelmajid Tebboune a décrété 3 jours de deuil national et promis des sanctions sévères contre les responsables une fois l'enquête achevée. Les accidents de la route restent un fléau en Algérie. L'an dernier, près de 4000 personnes ont perdu la vie sur les routes du pays, selon la sécurité routière algérienne. Allez, on part au Mali où les rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad, le FLA, ont rendu public des vidéos montrant vivants des militaires maliens prisonniers qu'ils détiennent. Cela intervient dans un contexte particulier. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont accusé l'alliance djihadiste et rebelles indépendantistes d'avoir exécuté dans le nord du Mali des militaires de l'armée régulière avant d'appeler à une enquête impartiale. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant dans la région. Les rebelles du FLA font-ils de la communication ou rétablissent-ils les faits ? Je dirais les deux, et vous connaissez la formule, l'information dérange alors que la communication arrange. Donc il y a une question d'image. Les rebelles du Front de libération de l'Azawad communiquent d'abord, ils montrent les prisonniers, près de 200, vous l'avez dit environ 200, vous l'avez dit, pour dire, mais nous n'exécutons pas nos prisonniers, nous avons nos prisonniers de guerre, nous les sommes en train d'ailleurs de les entretenir. Alors question de prendre des distances vis-à-vis de son allié djihadiste du JNIM sur le même terrain, puisqu'ils combattent sur le même terrain, mais sans du tout les condamner. Ensuite, vous avez vu, les associations de défense des droits de l'homme ont parlé de crimes de guerre, et qui parlent de crimes de guerre, parlent de tribunal spécial. Donc, les indépendantistes veulent éviter cela et se préparent pour se défendre également. Serge, que vont-ils faire maintenant de ces militaires maliens prisonniers ?
Alors, ils ont dit qu'il y avait environ 200 prisonniers militaires. Ils sont prêts à ce que les prisonniers reçoivent la visite d'organisations internationales. Les prisonniers sont probablement dans la région de Kidal. C'est une région qui a une superficie qui est plus grande. La région est plus grande qu'un pays comme le Togo ou même comme le Bénin, par exemple. Donc, il devrait avoir en principe des négociations. On parle beaucoup du Congo parce que le président Denis Sassou Nguesso est impliqué pour apaiser la situation dans cette partie du Sahel. Et les rebelles que nous avons contactés avant de revenir vers vous nous disent qu'ils sont disposés à discuter des conditions de libération de ces prisonniers. Merci beaucoup pour ce décryptage, Serge Daniel. Direction le Cameroun, où se tient à Yaoundé la 9e édition du Salon international de l'artisanat du pays. Plus de 600 artisans, créateurs de mode, sculpteurs, maroquiniers exposent leur savoir-faire jusqu'au 5 août prochain. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur. Immersion dans ce rendez-vous Made in Africa avec nos correspondants à Yaoundé, Marcel Amoko, Richard Tesso et Jires Ngana. Nous sommes ici à l'esplanade du Musée national du Cameroun et comme vous pouvez le voir, plus de 600 participants venus de tout le pays sont ici pour exposer leur savoir-faire. Des exposants comme Maloudou Boukar de l'extrême nord qui a parcouru plus de 1000 km pour présenter au public son invention, une machine en forme de vélo pour moudre le grain, un appareil parfaitement adapté à toute personne ayant des difficultés d'accès à l'énergie électrique dans un pays où les coupures d'électricité sont fréquentes. Des fois, on coupe le courant, des fois même les gasoil, il y a les ruptures de gasoil. Bon, comme l'essence aussi est tellement chère. Donc j'ai pensé alors de fabriquer cette machine. Ça va quand même nous aider. Il y a les sorgho, il y a les mille rouges. C'est ça que nous mangeons là-bas. Donc j'ai pensé à faire ça, plus aussi tu fais un peu de sport. Non loin de lui, Brice Wezem a choisi de faire la part belle au bambou, une fontaine, des bracelets, des sacs à main, un diffuseur acoustique, tous fabriqués à partir de cette plante. Pour lui, il s'agit de mettre en valeur les ressources naturelles africaines. Nous avons constaté qu'il y a plus de plastique autour de nous que le naturel. Et nous avons réfléchi que le plastique n'est même pas long. Et si nous pouvons utiliser nos matières locaux et nos ressources, telles que le bambou là, pour mettre en lumière au peuple de pouvoir utiliser ce matériel. À l'occasion de cette 9e édition du Salon international, il n'y a pas que le Cameroun qui est à l'honneur, il y a également l'Algérie, le Maroc, le Bénin, mais surtout la Côte d'Ivoire qui mettent également en valeur leurs œuvres artisanales, comme on peut le voir ici. Le salon s'achève le 5 août prochain. Allez, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. Des combats ont éclaté ce samedi dans le nord de l'Éthiopie entre les forces fédérales et les rebelles du Front de libération du peuple tigré. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités, faisant craindre une remise en cause de l'accord de paix signé en 2022 après un conflit qui avait fait, pour rappel, 600 000 morts selon l'Union africaine. 15 éléphants empoisonnés au cyanure dans un parc au Kenya. Selon les premières conclusions de l'enquête, les animaux auraient ingéré des tomates contaminées par des pesticides hautement toxiques provenant des fermes voisines. Le Fonds international pour la protection des animaux réclame que les responsables soient poursuivis et appelle à un contrôle renforcé de ces substances dangereuses. Un mot du Ghana où le gouvernement veut réformer la constitution. Le mandat présidentiel passerait de 4 à 5 ans, toujours dans la limite des 2 mandats. L'exécutif propose également d'abaisser l'âge minimum pour se présenter à la présidentielle de 40 à 35 ans afin, dit-il, de favoriser une plus grande participation des jeunes. Allez, on passe à notre focus de ce samedi. Longtemps, vous le savez, le rêve était de partir. Aujourd'hui, de plus en plus d'Africains installés à l'étranger regardent de nouveau vers le continent, attirés par des opportunités économiques, la croissance de certains marchés, mais aussi par une quête de sens ou d'identité. Ils envisagent le retour parfois progressif, parfois définitif. Et en Côte d'Ivoire, cette dynamique prend la forme d'un sommet intitulé « Le grand retour de la diaspora » organisé par l'entrepreneuse Esther Bois. Merci et bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Fatimata. Alors pendant longtemps, on parlait, je le disais, du retour au pays comme d'un rêve.
Aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'il est en train de devenir une réalité au moins économique? Alors bien sûr, et pas seulement économique, c'est un rêve qui se réalise pour des centaines, voire des milliers de personnes de la diaspora venant de tout pays qui regardent aujourd'hui l'Afrique comme un Eldorado, une terre d'opportunités et qui ont vraiment cette envie-là d'aller voir ce qui s'y passe. Alors, votre événement s'appelle le Grand Retour de la Diaspora. Qui sont ces femmes, ces hommes qui reviennent? Est-ce qu'ils veulent s'installer définitivement ou simplement investir depuis l'étranger? Quel genre de profil est-ce que vous avez? Alors, ce sont des personnes de la diaspora qui viennent de partout, d'Europe, du Canada, des États-Unis, des personnes des îles aussi qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. On a des médecins, des cadres, des infirmiers, des personnes dans tous les domaines. Et aujourd'hui, leur intention, c'est vraiment soit de rentrer, s'installer, donc entreprendre ou s'expatrier, travailler. Il y en a beaucoup quand même, une moitié, les 50%, qui souhaitent investir à distance. C'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on organise cet événement justement. Donc c'est un mix de personnes qui veulent rentrer, d'autres qui sont prêts à rentrer dans 3 à 5 ans, d'autres après la retraite ou quand les enfants auront grandi. Donc c'est vraiment un mix de tout ça. Alors justement, vous parlez de ceux qui veulent investir, mais beaucoup hésitent à cause de risques d'arnaque, par exemple. Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations de la diaspora et comment vous y répondez notamment? Alors, la première préoccupation, c'est le manque de confiance parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'arnaque et très souvent, c'est des proches, c'est de la famille. Donc aujourd'hui, la diaspora a peur, on ne sait plus à qui faire confiance et justement, on a de l'épargne, mais on se dit comment l'investir, avec qui. Et justement, le Grand Retour de la diaspora leur met à disposition un écosystème dans lequel nous allons aller rencontrer les institutions ivoiriennes, les entrepreneurs, des banques, pour justement aller à la rencontre des décideurs, à la rencontre de la bonne information et voir de nous-mêmes ce qu'on peut faire sur place. Ne pas juste rester à distance dans son canapé à Montréal ou aux États-Unis et espérer investir à distance. Il faut aller sur place, voir les réalités du terrain et pouvoir prendre sa décision. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je peux y aller? Alors pour vous, il est certain qu'un retour, ça se prépare en tout état de cause. On ne peut pas y aller à l'improviste de toute façon. Ça, c'est sûr. Alors, votre programme accorde une place importante à l'entrepreneuriat, à l'immobilier, mais aussi aux rencontres avec les institutions, vous venez de le dire, ivoiriennes. Mais est-ce que le dialogue entre les États africains et les membres de la diaspora est en train de changer? Ah oui, très récemment, on a eu à Paris, à Milan, l'État ivoirien avec le ministère des Affaires étrangères qui a organisé un forum ici. Et cet événement-là, justement, répond à cet appel de nos différentes nations. On aura des délégations qui viendront du Togo, on a des personnes qui viennent du Cameroun, du Bénin pour participer à l'événement. Et le Grand Retour de la diaspora commence en Côte d'Ivoire, mais le but, c'est qu'on puisse tourner dans toute l'Afrique pour dire à tous les membres de la diaspora, revenez, l'Afrique vous attend. C'est pas parfait comme on le veut dans la diaspora, mais voilà, c'est le nouvel Eldorado avec ses conditions. Allons se battre, allons reconquérir ce continent-là avec nos frères qui sont sur place. Alors, vous insistez sur la dimension culturelle et mémorielle de ce retour. Finalement, est-ce que revenir en Afrique en un mot, est-ce que pour vous, c'est pas seulement chercher un marché, mais aussi une histoire et une identité? Pour moi, c'est en tout. Il y a le volet business, donc justement le networking de très haut niveau qu'on met en place, mais il y a aussi le volet culturel. On ira par exemple dans le village de Kanga-Nyanzé, sur la route des esclaves, pour justement connaître notre histoire, se reconnecter. Il y a aussi un volet touristique, donc c'est vraiment un mix de tout ça, pas que du business. On va aussi s'amuser parce qu'on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, donc c'est vraiment... Aquaba. C'est ça. Exactement, l'accueil à l'ivoirienne. Merci beaucoup Esther Bois d'être venue pour nous parler de ce grand événement, le Grand Retour de la diaspora. Ce sera autour du mois d'octobre, hein, c'est ça? C'est ça, du 23 au 30 octobre. Absolument, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et forcément, ce soir, d'Abidjan à Yaoundé, en passant par Gometz-la-Ville, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça s'arrête même jamais. Pareil.